Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Benoît de la chaîne Artisan Développeur et on va parler de l'attachement qu'ont les développeurs pour leur langage de programmation. Salut Benoît, est-ce que tu peux te présenter? Salut Manu, merci de l'invitation, avec grand plaisir. Écoute, Benoît, artisan développeur depuis une vingtaine d'années, à différents postes, différents rôles. Depuis 2 ans, j'anime la communauté artisan développeur. On va dire que l'outil le plus emblématique, c'est son podcast, que j'invite à découvrir sur Spotify, Deezer, n'importe quelle plateforme. Et puis la chaîne YouTube qui démarre depuis quelques temps. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut prêter parfois à polémique. Ça va être vraiment l'attachement qu'ont les développeurs à leur langage. Si tu te bades un peu sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de contenu, on peut voir souvent des gens qui vont un peu se batailler sur leur langage, lequel est meilleur, lequel est le mieux conçu, lequel faut utiliser absolument. Et j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, avec ton recul et ton expérience? C'est une question qui est très, très paradoxale parce que tu as d'un côté, le langage, on en a besoin pour exprimer ce qu'on a à faire et coder. Et en même temps, effectivement, comme toi, je vois des développeurs qui s'enferment dans leur langage. En fait, il est peut-être là le souci. C'est que quand il m'arrive de faire de l'accompagnement d'équipe, si j'ai des développeurs Android et des développeurs iOS, je remarque que même si on va travailler des sujets de fond comme l'architecture, comme le design, comme l'implémentation d'un MVVM ou d'un autre pattern, si c'est dans un langage donné, si j'annonce le langage, je perds tous ceux qui sont pas de ce langage, en fait. Et il y a des fois, ça me rend juste dingue. Je me dis, mais les gars, on s'en fout du langage. Le langage, c'est juste une manière d'exprimer une idée. Là, on va travailler sur les idées. Et des fois, ça me rend un peu fou. Donc finalement, tu rencontres pas mal de développeurs qui ont juste cette, entre guillemets, allergie à un langage donné, alors qu'en fait, ce qui est bien plus intéressant, c'est toutes les idées qui vont fonctionner en dessous, si je comprends bien. Ouais, je sais pas si on peut parler d'allergie. Je pense que c'est tout simplement soit un manque de curiosité, ce que je trouve terrible parfois, soit un côté ah non, mais ça marche pas. Moi, je suis sur un réseau US en 110 volts. Lui, il arrive avec une prise en 220 volts, ça va pas marcher. Non, mais ok, tu fais un effort, tu mets un petit adaptateur et puis ça va marcher, quoi. Enfin, on va pouvoir discuter, hein. Moi, au contraire, je trouve ça vachement riche parce que dans l'étude des langages, tu as la même richesse que dans l'étude d'un langage vivant. Tu as des manières de dire les choses, des idiomes, des paradigmes, des choses qui sont propres parfois à un langage, des choses que tu vas retrouver parfois derrière un autre langage. Et justement, le fait d'apprendre plusieurs langages rend l'apprentissage de notre langage encore plus facile. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Toi, j'imagine que tu connais plusieurs langages aussi. Aborder un nouveau langage, j'imagine, c'est plus simple que quand tu as abordé ton premier langage, non? Bah, carrément, tu peux vraiment te baser sur les expériences acquises. Alors oui, tous les langages n'ont pas la même vocation. Il y en a certains qui ont été conçus pour certaines tâches, on va dire, ou derrière différents paradigmes. Mais moi, c'est vrai un des langages qui m'a pas mal aidé, c'est ReasonML, qui est en fait c'est une syntaxe pour OCaml, qui est un langage orienté fonctionnel. Ça m'a pas mal aidé finalement à apprécier la programmation objet et la programmation fonctionnelle en même temps, en fait. Parce que c'est deux courants de pensée qui souvent ont tendance à s'opposer. Et moi qui fais beaucoup de web en JavaScript, tu peux avoir entre guillemets un petit peu des deux. Et je trouve ça intéressant parfois de ne serait-ce que lire un bouquin sur un autre langage pour voir quels sont les fonctionnements, qu'est-ce qui diffère. Et il y a du bon dans tout, en fait. Donc pour moi, c'est hyper enrichissant de se diversifier un petit peu. Clairement, moi récemment, je me suis intéressé au Dart parce que je lorne du côté de Flutter. C'était hyper agréable de voir comment je retrouvais des choses que j'avais appréciées dans d'autres langages, qui étaient rassemblées de manière intelligente dans ce langage. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie richesse à découvrir ça. Après, dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est le côté un peu bataille de clochers, tu vois, le côté un peu dogmatique. Euh, Tel langage est meilleur. Je sais pas, moi, ça me paraît, ça me gêne profondément, en fait, de penser que ta manière de penser ou ta manière de voir le monde est forcément, de manière absolue, meilleure que celle de quelqu'un d'autre, en fait. Pour moi, quelque part, c'est un discours qui fait entre guillemets du mal à l'industrie finalement, parce que comme tu l'as dit précédemment, il y a des gens qui vont s'empêcher d'avancer
Tout ça parce qu'ils pensent avoir raison ou du moins avoir une sorte de pensée absolue qui fait qu'en fait ça t'empêche de voir il peut y avoir du bon autre part et que tu peux t'inspirer, je sais pas moi, d'un pattern ou d'un trait d'architecture qui provient principalement d'un langage entre guillemets. Et en fait, ouais, parfois c'est dommage de s'empêcher de se cultiver en fait. Je te prends un exemple tout simple, finalement Dart c'est un langage qui est assez récent, donc créé par Google et compagnie, et c'est un langage qui a été pensé pour développer des UI en asynchrone en fait. À la base, c'était vraiment leur but à la base avec Dart, c'était de remplacer JavaScript dans Chrome. Bon, ça n'a pas été le cas, ça c'est un détail de l'histoire. Et du coup, c'était pas anodin qu'ils aient repris Dart pour créer Flutter. Donc voilà, c'est vraiment un langage qui a été conçu avec une idée en tête. On n'est pas en train de dire qu'il va remplacer JavaScript, qu'il va être mieux que Java ou autre, mais c'est juste que il apporte certaines fonctionnalités qui sont faciles à utiliser et qui sont orientées sur le développement asynchrone. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder en tant que, je sais pas moi, développeur JavaScript. Il est possible de se dire, est-ce que en regardant Dart, je peux améliorer ma façon de faire du JS par exemple. Donc vraiment, pour moi, il faut pas être fermé sur ce genre de techno ou de langage. Et il faut vraiment tirer appui de l'expérience d'une communauté qui peut être externe à la sienne, hein, pour se dire peut-être que ce qu'ils ont commencé à faire dans ce courant-là, ça peut me servir à moi et ça peut me faire progresser en tant que développeur, même si je suis pas exactement sur la même techno. Je retiens, moi, dans ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis, et je retiens l'idée de pourquoi ça a été créé. Je vois aussi parfois dans les échanges une espèce d'absolutisme d'une techno sur une autre, ou simplement parce que la nouvelle techno était à la mode, on le prend et on l'utilise dans tous les sens. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément ce travail de recul qui est fait chez pas mal de monde, de se poser la question de OK, pourquoi le langage a été construit? Pourquoi le framework a été construit? Parce que souvent, j'ai l'impression que finalement, on pourrait avoir la même discussion sur les frameworks. Quelle est l'intention du framework qui a été derrière? Pourquoi est-ce qu'il a été construit comme ça? Quels sont vraiment les endroits où ils vont être complètement adaptés ou au contraire pas du tout? J'ai le souvenir une fois d'un client qui me demandait mon avis sur un code qui lui avait été livré. Les gars, ils avaient fait une application web avec un framework d'IoT, d'Internet of the Things. Tu comprends bien que ça va faire un truc... C'est pas du tout adapté, ça va faire un... Moi, j'ai toujours cette image, j'essaye de faire un déménagement avec une moto, quoi. C'est pas fait pour, tu vas faire beaucoup d'allers-retours, quoi, c'est tout. Donc il y a vraiment cette idée de creuser, et c'est une idée que je porte, chercher à savoir pourquoi le langage que vous utilisez a été créé, comment est-ce qu'il a été créé. Tu vois, par exemple, JavaScript fait l'objet de beaucoup de moqueries et de taquineries, parce que c'est vrai qu'il a des fois des comportements un petit peu surprenants. Et d'ailleurs, au point qu'il y a des gens qui ont dit, bon, maintenant, on va mettre une surcouche, tout ça, pour mettre les choses un peu d'équerre avec TypeScript. Mais si tu comprends comment il est né, si tu comprends comment il a émergé, et comment, en fait, il s'est imposé, presque, c'est un accident de l'histoire, JavaScript, aujourd'hui. Ouais, carrément. Il n'était pas du tout destiné à ça, ce langage. Tu comprends un peu son histoire, tu comprends pourquoi il est comme ça, tu comprends quels vont être ses points de faiblesse, et tu vas pouvoir ensuite réfléchir, justement, adapter, soit développer certains patterns. J'ai le souvenir, quand j'avais appris JavaScript, d'un gars qui comparait un bouquin de référence sur JavaScript, qui était un bouquin épais comme ça, et tu avais JavaScript, The Good Part. Exactement. Et là, tu dis, en fait, il y en a beaucoup qu'il ne faut pas utiliser, en fait. C'est vrai que c'est un langage qui traîne pas mal d'erreurs de jeunesse, et vu que le web est ouvert et un peu omniprésent, en fait on a été obligé de garder pas mal de choses pour assurer la rétrocompatibilité, ce qui finalement est différent de pas mal d'autres langages où d'une version à l'autre tu peux avoir des choses pas forcément compatibles, mais vu que tu veux installer un runtime sur ton infrastructure, c'est beaucoup moins gênant. JavaScript, le problème finalement, c'est que vu que c'est du web et que c'est utilisé partout, on pouvait pas se permettre de tout casser d'un coup, en fait. Clairement, t'as cet enjeu, et c'est bien pour ça qu'il est toujours là et qu'il a continué à perdurer. Et j'ignorais, tu vois, que Dart avait été pensé à la base pour runner dans Chrome. Tu dis, si même Google, avec sa force de frappe, n'a pas réussi à imposer son langage, exactement, c'est qu'il y a une inertie monstrueuse, quoi, derrière tout ça. Donc, exactement.
Ouais, donc je trouve ça vachement intéressant, cette étude des langages et des frameworks d'une manière plus globale, parce que je trouve ça enrichissant. Je trouve ça vraiment enrichissant. Et finalement, toi, quel effort ça te demande d'apprendre un nouveau langage? Comment tu l'abordes? Bah écoute, récemment là, j'ai un exemple très récent, c'est encore une fois c'est Dart. Comment je l'aborde? C'est quelque chose que je détaille dans un article où j'étais vraiment allé par étapes. J'avais appelé ça se préparer comme un champion, puisque le but du jeu c'était de passer un entretien technique et j'avais envie de le faire sur un langage sympa qui m'amuse, donc je me suis lancé le défi de faire ça sur Dart. Et donc je suis vraiment allé par étapes. Étape 1, les structures de base, comprendre les ifs, les boucles, les trucs comme ça, tu vois. Ensuite, j'avais regardé, je crois, la notion de classe. Ensuite, la notion d'import, comment tu gères le fait d'utiliser des classes croisées. Après, rapidement, je suis venu au framework de test. Comment tu vas pouvoir faire du TDD avec ce langage-là. Et après, j'avais révisé un peu d'algorithmique pure, histoire de... Là, c'était plus orienté sur la préparation de l'entretien. Et comment je fais? Bah, à chaque fois, je regarde un bout, j'étudie une doc, et après, je fais un petit kata. Alors, soit un kata type classique de kata dojo, soit il y a un truc que j'aime bien, une plateforme que j'aime bien, qui est Coding Game. Elle te permet de découvrir, de coder de manière fluide, sympa, de manière ludique. C'est assez drôle, en fait. Ouais. Il supporte Dart, du coup? Ouais. Ah, j'avais pas vu. Il supporte D'accord. Dart, ouais, tout à fait. J'irai faire un œil. D'ailleurs, on mettra dans la description le lien de ton article, le lien de ta chaîne forcément, et surtout en commentaire, n'hésite pas à me mettre comment toi tu abordes un nouveau langage. L'idée, c'est de faire profiter toute la communauté. Et toi, comment tu fais quand tu as un nouveau langage à étudier? Alors moi, souvent, ça va être, je vais commencer à regarder un peu de contenu, principalement en vidéo maintenant sur YouTube, et puis après très vite, je vais essayer de créer un nouveau projet, installer le truc, et je vais pas forcément l'aborder en kata, mais plus essayer de créer un mini projet avec. Donc pour le coup, moi aussi, je suis en train de regarder Flutter parce qu'il y a des trucs assez intéressants, et c'est vrai que je l'avais à l'œil depuis un an. Je m'étais forcé à pas y toucher tout de suite. Et là, moi, l'idée, c'est de démarrer directement sur des mini applis, ou sinon de télécharger plein d'exemples. Et j'ai l'impression que quand je découvre un nouveau langage, je vais plus avoir tendance à lire beaucoup plus que ce que je n'écris, qui n'est pas forcément une bonne chose. Ça dépend de la façon d'apprendre. C'est un truc assez personnel, hein. Mais du coup là, mon prochain défi, c'est de créer une petite appli et de l'emmener jusqu'au store. Bien sûr, vu que j'ai des trucs en parallèle, ça va pas être tout de suite. Mais moi, je suis très orienté directement sur une appli. Le truc quand tu fais ça, c'est que du coup, tu te manges à la fois un langage et un framework. Ouais, ouais. C'est parfois. Et parfois, j'ai l'impression que c'est un peu de choc. Non seulement c'est un peu de choc, mais en plus, je l'ai bien vu quand je suis passé à Rails. Il y a à peu près 10 ans, j'ai fait une grosse bascule sur Rails. Je me suis beaucoup concentré sur le framework. Et ça m'a coûté, parce que Rails a un côté un petit peu magique, où Enfin, moi, quand j'ai démarré, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai revu ailleurs. Quelle était la part de ce que faisait le framework versus le langage? C'était pas toujours très clair. Et je m'étais dit, je referai plus cette erreur d'apprendre les deux en même temps. Il y avait vraiment cette envie d'apprendre à connaître son langage pour bien maîtriser le socle et ensuite de venir y poser un framework dessus. Mais je suis devenu méfiant. Tu crois pas qu'il y a un risque à apprendre les deux en même temps, de sous-estimer par exemple le langage et trop se concentrer sur le framework? Alors pour moi, ouais, il y a un risque. Après, là où Google a été assez intelligent entre guillemets, c'est qu'ils ont fait pas mal de contenu sur comment aborder Dart quand t'es développeur web, quand t'es développeur Android, quand t'es développeur iOS. Donc ces contenus-là déjà, ils m'ont pas mal aidé. C'est quand même un langage qui est assez proche de ce que je faisais avant. Avant, j'ai fait beaucoup de C#. Donc finalement, tu vois, c'est assez proche. Et du coup, j'ai entre l'outil de dev qui est ultra bien, qui fonctionne qui est juste super quoi. Moi, je suis sur une TIG, mais sur VS Code, ça fonctionne très bien aussi. Le support aujourd'hui des IDE vis-à-vis du langage fait que finalement, j'ai pas eu tant de problèmes que ça à aborder le truc, et que le peu d'erreurs que j'ai eu étaient déjà en plus bien documenté. Donc c'est vrai que si j'avais dû le faire avec moins d'expérience, je pense que j'aurais plutôt abordé le truc en mode vraiment d'abord toute la partie langage. Mais c'est là où je suis étonné de Flutter et de Dart en particulier, parce que finalement c'est vachement proche de plein de trucs qu'on connaît déjà.
Et c'est peut-être aussi ce qui fait que l'adoption a l'air d'être assez rapide et elle a l'air de s'accélérer en plus. Ouais, c'est une impression que j'ai. Alors, tu sais, il y a un biais quand tu commences à regarder quelque Ouais. chose. Tu le vois partout. Probablement qu'il y avait des publications auxquelles j'étais pas sensible avant et maintenant j'y suis devenu sensible. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un framework qui monte. C'est peut-être pas une vidéo sur Flutter en elle-même. Je sais Oui, pas. oui. Je sais pas si tu as envie qu'on continue là-dessus ou. Non, c'est vrai on dérive un peu. En termes d'attachement, c'est un langage que, pour le peu que j'ai utilisé, moi j'ai très apprécié. Et bon, c'est pas pour autant que je vais renier les outils que j'utilisais avant, hein, mais je pense que ouais, ça fait partie des outils qui peuvent être intéressants à l'avenir. Ah, tu vois, c'est Euh, intéressant. On vient sur une mm, notion que je trouve hyper importante de, pas comment on pourrait l'appeler, de plaisir, d'esthétique. Tu vois, par exemple, j'ai trouvé Dart confortable. J'avais l'impression d'être chez moi. Je retrouvais mes repères. J'ai un gros passé de C++, pas mal de Ruby. On va dire, c'est mes deux langages principaux que j'ai vraiment travaillé pendant des années. Et je me sentais vraiment comme à la maison. J'avais vraiment l'impression d'être dans des pantoufles, tu vois. Mais par contre, clairement, je trouve qu'il y a quelque chose, par exemple, dans le Ruby, il y a une esthétique, il y a une légèreté qui est juste incroyable, que j'ai trouvé nulle part ailleurs, une efficacité. À chaque fois que j'écris du Ruby, j'ai l'impression, tu sais, comme ces samouraïs qui donnent un coup de sabre, tu vois, un truc ouais, vraiment c'était fluide. fluide, tranchant, épuré, esthétique, efficace. Ça me donne vraiment ce sentiment-là quand je travaille avec du Ruby. Et c'est quelque chose que je retrouve dans aucun autre langage. Et on en vient peut-être justement à une notion de... Peut-être ce qui explique l'attachement à un langage, après, Mm. c'est cette affection qu'on peut développer avec un Ouais, langage. l'expérience développeur, Je sais pas si c'est une finalement. question d'expérience. Ouais. Tu vois, à un moment donné, il y a une forme d'attachement parce que ça correspond à des valeurs ou ça résonne avec des Ouais. valeurs qui sont importantes. Bah, moi, j'ai eu le même cas de figure finalement avec parce que je faisais beaucoup de C# avant et après je suis passé en JavaScript qui est un langage typé dynamiquement et le fait de revoir du TypeScript, d'ailleurs le TypeScript je l'ai vu dans la communauté .NET, on le suivait dès le départ parce que c'était été créé par le créateur de C# et de fait de revoir un langage fortement typé pour nous c'était juste c'était un peu comme le Messie quoi. Et ouais, j'ai vraiment toujours cet attachement au langage fortement typé. En fait, maintenant que tu en parles, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, dès qu'il y a plus de type, ça me manque. C'est vraiment, je suis pas à l'aise. Ouais, tu vois, je crois qu'il y a une vraie affection. Et ceux qui sont pas techniques, je me rappelle de discussions avec des entrepreneurs. Ils me disaient, ah, viens sur mon projet, je dis, ok, volontiers. Tu bosses en quoi? En PHP. Ah, est-ce que c'est discutable? Non, c'est pas discutable. Bon, ben alors, je suis désolé, mais ça m'intéresse pas. Donc, et je passais pour un espèce d'emmerdeur de diva, tu vois. Et les gens ne peuvent pas comprendre, ouais, cet attachement qu'on peut avoir, cette envie de travailler avec un langage ou pas, quoi. Bah, c'est un peu pareil parfois. Alors, je vais pas faire de généralité, mais parfois pour le recrutement, quand tu tombes sur des recruteurs qui ont un peu moins d'expérience, ils se rendent pas compte de cet attachement aussi qu'on peut avoir vis-à-vis d'un framework. Et parfois, t'en as à qui j'échangeais et je leur dis, ils me proposaient par exemple une mission Angular au moment où je voulais faire du React, et ils me disaient, bah je comprends pas, c'est du JavaScript. Et en fait, il y avait pas cette sensibilité-là qui est que, bah effectivement, on peut avoir un attachement à un outil qui fait que, bah potentiellement, en tant que freelance, je vais refuser une mission en fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'aborder un petit peu le message qui était initial de dire intéressez-vous à autre chose et là on fait les mecs un peu reclus. Bah, Non, je veux mon langage. non, je pense qu'effectivement, en toute humilité, je pense que je suis aussi victime de ça de temps en temps. Bien sûr, il faut prendre du recul et effectivement, il y a aussi d'autres choses derrière qui sont assez importantes. Et ces choses-là, finalement, c'est des choses dont beaucoup moins de gens parlent. Tout ce qui est tout l'aspect qualité, tout l'aspect bonne pratique, tout l'aspect comment bien designer son code, tout ça, c'est vrai que c'est des sujets un peu mieux abordés qui mériteraient un peu plus de place, j'imagine. Ouais, oui, oui, oui. Clairement, il y a il y a cette idée de compétences profondes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certaines compétences comme celles que tu viens d'évoquer. Une fois que tu les as travaillées, elles restent valables quel que soit le langage dans lequel tu vas bosser. Aujourd'hui, Exactement. tu as un de mes réflexes assez vite, une fois que j'ai repris mes marques sur les structures de base, c'est de dire, OK, maintenant, comment je fais du TDD? Ben ça, c'est une démarche.
que je vais pouvoir mettre en œuvre, quel que soit le langage, même les langages fonctionnels, objets, n'importe quoi, parce que tu es vraiment sur une démarche de conception. Et ce que je peux éventuellement critiquer de la part de certaines personnes qui vont rester très centrées sur la techno pure, et puis souvent attirées par ce qui brille, c'est de pas forcément s'intéresser à ces sujets de fond. Et je pense que dans une carrière, avec artisan développeur, l'envie, c'est vraiment d'accompagner les gens dans une carrière épanouissante. Donc si on réfléchit à l'échelle d'une carrière et pas juste d'une mission ou d'un job, je pense que c'est des compétences qui sont importantes à développer à un moment donné. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi? Bah ouais, pour moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de retour sur investissement parce que finalement, les frameworks, ça change de version, euh, les modes viennent et passent, et finalement, tout ce qui reste, c'est toutes ces méthodes-là dont peu de gens parlent en fait. Moi, je me souviens que j'ai appris le TDD en C Sharp, j'en ai fait en JavaScript, après j'en ai fait en TypeScript, et j'en ferai sûrement dans d'autres langages. Et en plus de ça, pour moi, ça fait partie des choses qui donnent beaucoup plus de valeur à un profil que de maîtriser le dernier langage, qui soit à la mode ou pas en fait. Ouais, qui donne de la valeur pour l'entreprise, je pense. Maintenant, est-ce que c'est vraiment vendeur? Tu vois, je me pose toujours cette question. Je sais pas si j'ai l'impression que les offres avec la mention craft dedans, j'en vois de plus en plus. Là aussi, est-ce que c'est un biais de sélection ou est-ce que c'est qu'il y en a effectivement plus sur le marché? Je sais pas encore si c'est vraiment reconnu comme une compétence Ben, forte. j'ai l'impression que c'est vraiment une niche en fait, et que du coup, dès que t'as entre guillemets un connaisseur, bah ça va matcher plus facilement ou ça va taper à l'œil, parce que quand tu parles de craftsmanship, c'est vraiment, moi, en fait, du moins, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez niché encore. Et d'ailleurs, je suis vachement étonné que ce soit pas plus enseigné à l'école. Finalement, dans certains de mes emails privés, je faisais l'analogie avec d'autres industries où finalement le testing fait partie en fait. Tester son produit fait partie du métier. Et je te prends un exemple sur la pharmaceutique. Si on testait pas nos médicaments avant, t'imagines le la catastrophe. Et je pense que les gens sont aussi pas sensibilisés, du moins assez sensibilisés aux impacts que peuvent avoir un logiciel non testé ou des mauvaises pratiques. Pour moi, c'est clairement de pas intégrer ça dans son métier. Pour moi, c'est un manque de, Mm. je sais pas si je dois dire de professionnalisme ou de maturité. Là, je suis peut-être un petit peu dur dans mon jugement, mais je crois qu'aujourd'hui, un développeur qui teste pas son travail de manière vraiment rigoureuse, que ce soit de manière Mhm. manuelle ou automatique, je pense que il est pas dans les clous, quoi, tu vois, tout simplement. Ouais. Mais il y a un biais, c'est très drôle. J'ai mon fiston, là, le grand, qui a des cours maintenant d'informatique, parce que Mhm. des vrais cours d'informatique sont revenus Ouais, d'accord. au lycée. Et il écrivait un bout de Python, tout fier de lui. Il me disait, ah, regarde, voilà, là, c'est bon, ça va marcher. En gros, ça build, donc ça marche. Tu vois. Et le truc me Ouais. crache pas à la gueule. Donc, c'est que ça doit fonctionner. J'ai dit, mais t'es sûr que tu l'as essayé? Est-ce que, tiens, un cas, donne-moi juste un cas Mhm. de la fonction que on met deux entrées et tu t'attends à avoir la valeur. Est-ce qu'on vérifie si la valeur que tu t'attends à avoir est la bonne? Il me dit, mais non, mais c'est sûr, ça va marcher. Et mais intérieurement, mais j'étais mort de La rire. confiance La absolue. confiance totale. Et puis, il lance son truc. Et évidemment, ça ne marche pas. Et là, d'un coup, je me suis rappelé, mais tous mes débuts de développeur Mm. et la puissance du TDD, parce que le TDD va te le mettre sous le nez rapidement. Combien de fois Exactement. j'étais persuadé que le test allait passer et n'est pas passé, tu vois. C'est juste que le TDD fait que ce rythme accélère beaucoup le cycle. Du coup, tu t'en rends compte avant de balancer le truc en prod, quoi. C'est exactement ça. Finalement, c'est un métier, je pense, qui est pas vendu comme il devrait, en fait. Parce que finalement, j'ai l'impression que, ne serait-ce que le fait que dans l'éducation, on en parle très peu de toutes ces bonnes pratiques, finalement, j'ai l'impression qu'on l'enseigne pas entièrement, en fait. Et moi, le premier, hein, à l'école, j'ai pas du tout appris tout cet aspect qualité. C'était vraiment, si l'algorithme passe, c'est bon, tout est ok. Et ouais, pour moi, c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas assez de ce truc. On arrive au terme de cette discussion, j'espère que ça t'a plu, et en plus de ça, on t'a prévu une deuxième surprise, qui est une seconde vidéo sur la chaîne de Benoît. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est très facile. Tu tapes artisan développeur, que ce soit sur YouTube, bien évidemment, ou dans ton logiciel de podcast préféré ou d'écoute de musique,
Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Tu trouveras facilement le podcast. Mais en tout cas, l'épisode dont tu parles, lui, sera exclusivement sur YouTube. Et je crois qu'on mettra le lien soit dans la description, soit ailleurs, je sais pas. Exactement. Alors je vais mettre le lien dans la description, je vais aussi le mettre en carte de fin, donc n'hésite pas à enchaîner directement dessus. Et nous, on te dit à tout de suite. À tout de suite.